Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à votre deuxième session de la journée sur Power Saturday. C'est la première. Ou la première si vous n'êtes pas levé assez tôt et que vous avez prévu de partir à midi pile parce que vous allez voir du foot. Ça va être court du coup. C'est pas rester plus longtemps, c'est plus sympa. Donc, on est une session qui parle d'architecture Power BI. Power Architecture. Qu'est-ce que ça veut dire Power Architecture? On m'a déjà demandé 3 fois depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est Power Architecture? Ça ne veut pas dire grand-chose. Du coup, on va vous présenter 4 architectures autour de Power BI, dont je vais vous parler juste après dans l'introduction. Donc, pour se présenter rapidement, tu veux que je fasse te présenter? Merci. Gwen Nistel, donc première recrue chez Scopit, mais dernière arrivée donc, depuis 6 mois, et consultant décisionnel depuis bientôt 10 ans. Et donc Charles-Henri Sauget, MVP Data Platform. Voilà, donc qui aime bien pas mal de sujets autour de la data, donc vous avez peut-être eu l'occasion de venir me voir dans déjà d'autres sessions, ou juste d'aller sur mon blog, allez-y parce qu'on manque un peu de visiteurs en ce moment. Et donc on fait partie d'une société qui s'appelle Scopit, qui est une société coopérative. Donc à défaut d'aller voir ce qu'est Scopit, allez voir ce qu'est une société coopérative. C'est important, vous apprendrez un nouveau peut-être statut juridique et vous verrez pourquoi il faut que toutes les sociétés soient des sociétés coopératives. C'est un autre sujet. Pour la session. Ça c'est la session Changer le monde avec les sociétés coopératives. Donc dans les sociétés non coopératives, on retrouve toutes celles-ci qui sont les sponsors de l'événement. Donc merci à eux parce qu'à chaque fois qu'on fait des événements comme ceci, on a besoin de fonds et d'acteurs de la communauté. Donc ils sont souvent présents et donc on les remercie chaudement. N'hésitez pas à les voir en bas, à côté du café. Alors, dans le plan de la session, ces fameuses Power Architecture, on va retrouver 4 architectures autour de Power BI. On va retrouver une que vous connaissez certainement assez bien qui s'appelle la BI à papa. C'est celle qu'on fait depuis quelques dizaines d'années maintenant, qui marche très bien. Gwendoline vous la présentera tout à l'heure. L'architecture self-service, dont on vous a certainement parlé déjà en introduction ce matin. Le Modern Data Warehouse, architecture qui est proposée chez Microsoft. On verra un peu ce que Microsoft entend par Modern Data Warehouse. Et je vous expliquerai pour ma part ce que j'en ai vu et comment je l'ai implémenté chez des clients dans des scénarios d'usage réel. Et l'architecture streaming, qui est de loin la plus intéressante. Et si vous restez d'ailleurs après-midi, vous pourrez voir ce qu'on a fait comme architecture streaming basée sur ce petit device qui n'est pas une bombe, mais juste un capteur de température. Et voilà, donc du coup, 4 architectures autour de Power BI. Ça va? C'est clair pour vous? Bon, vous n'avez pas envie de partir? Tout va bien? Je peux pas qu'on change de côté, comme ça je pourrais. Tu veux combien de temps? Alors, l'architecture BI à papa. Je pense que vous ne la connaissez pas sous ce nom-là. C'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. C'est une architecture classique, comme le disait Charles-Henri, qu'on fait depuis à peu près 10 ans. Donc des sources de données hétérogènes, des fichiers plats, des bases opérationnelles qu'on consolide et qu'on historise également dans un data warehouse et qu'on présente aux utilisateurs via la couche sémantique qu'apporte SSAS, la création de KPI, des renommages, des traductions, etc. Jusqu'à la version 2014 d'SQL Server, on avait un seul portail à dispo, donc le SQL Server Reporting Services. Oui, je vais essayer en tout cas. Tu vas micro? Il y a le micro peut-être. Ah, mais j'aime pas pareil. Tu vas pouvoir chanter toi aussi. Ouais. Allô? Ok, bon, ça suit. Alors, donc je disais jusqu'à la version 2014 SQL Server, on avait un seul portail à dispo, le SQL Server Reporting Services, où on pouvait publier donc nos rapports SSAS. Si vous avez suivi un peu l'actualité SQL Server,
On a maintenant à dispo un deuxième portail, le Power BI Report Server, donc qui est la version on-prem, je sais pas si on-prem de Power BI. On peut toujours publier ces rapports SSRS. Et petite nouveauté, on peut également publier des rapports Power BI. Donc c'est bien. Par contre, le petit inconvénient ici, c'est la régularité des mises à jour, on va dire. Donc on a des mises à jour de l'outil tous les 3-4 mois. Mais il est arrivé qu'on passe 6 mois sans évolution entre deux releases. Ensuite, la dernière architecture, si vous n'êtes pas réfractaire à tout ce qui est hybride, vous pouvez installer une gateway Power BI. Pour pouvoir donner un accès sécurisé à vos données locales vers l'extérieur, et notamment sur powerbi.com. Bien, tu valides. Et du coup, oui, j'avais une question. Qui fait ça aujourd'hui? Cette partie, la partie Reporting Services, qui fait encore du SSRS uniquement? Qui a du Power BI Report Server? Ah, quand même, un petit peu. Et qui fait un peu de powerbi.com? Vous voyez, tous ceux qui font les deux premières, vous voyez, tous ces gens-là, ils font confiance. Donc l'argumentaire qui est ah non, je ne veux pas mettre mes données dans le cloud. Et ils l'ont fait. Donc soit piratez-les, mais bon, ça ne paraît pas gagner, soit faites pareil. Ça évitera de maintenir ces solutions qui sont parfois un petit peu difficiles à maintenir pour nous en tant que développeurs. Parce que quand on cherche, quand on a un article de blog qui sort de Microsoft qui nous explique comment utiliser une feature et qu'on essaie de l'implémenter là et qu'elle n'est pas présente, on s'arrache un peu les cheveux. Ou quand on nous dit oui, je comprends pas, j'ai vu des choses jolies dans le reporting de Microsoft, tu peux pas le mettre dans SSRS. Ben non, en fait, je peux pas parce que vous n'avez pas le Power BI. Donc du coup, si vous pouviez tous migrer vers là, ce serait cool. Merci. Surtout qu'en plus, il y a une nouveauté. Alors, je sais pas si, vu que je n'ai pas fait la présentation de la roadmap juste avant, je ne sais pas si ça a été dit. Mais on pourra très bientôt publier des rapports SSRS dans powerbi.com. Donc ça, c'est parfait pour les gens qui veulent garder des rapports paginés, mais qui veulent bien quand même aller dans le cloud. On pourra avoir tout ça et qui veulent aussi tout avoir sur le même portail. Parce que sinon, deux portails différents, c'est un peu compliqué au niveau des utilisateurs pour savoir où aller, quel rapport est à quel endroit, etc. Au niveau licensing aussi, enfin au niveau déjà mise à jour, donc c'est ce que disait Charles-Henri, là on a des mises à jour tous les mois, alors que là c'est tous les 3-4 mois. Et au niveau licensing, on est facturé dans powerbi.com à l'utilisateur, alors que dans Power BI Report Server, on est plutôt au nombre de processeurs sur la machine, quel que soit le nombre d'utilisateurs derrière. Voilà. Hop. Donc, sur les architectures BI à Papa, on est sur du connu, comme on le disait, on est sur du confortable, on connaît très bien, enfin on a une bonne connaissance des technos qui sont utilisés, en tout cas. Si on est un peu frileux, on peut choisir de l'hybride, donc la dernière branche, pour faire un peu d'Azure, un peu d'on-prem, pour faire déjà un premier pas dans le cloud, en tout cas. Par contre, au niveau des inconvénients, si on vous a déjà demandé un jour de faire du temps réel avec une architecture de ce type, ça reste assez compliqué. Il faut mettre en place des micro-batchs toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes pour faire du pseudo-temps réel. Ou alors vous êtes le seul utilisateur de Stream Analytics, la version on-premise de l'équivalent Azure qu'on a Stream... Non, je l'ai mangé, non, Stream Analytics c'est dans Azure. Il y en avait une version on-prem. Stream Insight, merci. Donc l'utilisateur de Stream Insight est là. Donc, tu as raison, c'est compliqué. C'était le seul. Donc voilà, la gestion des erreurs, etc. Enfin, c'est une archi mature, mais effectivement peu flexible pour du temps réel, du big data, etc. Est-ce que vous avez des questions? C'est normal, c'était la partie la plus simple. On peut aller voir le match? J'ai une question, s'il vous plaît. À quelle heure le match? C'est à midi. Juste par rapport à l'argumentaire, parce qu'on est confronté à un client en face qui a investi dans des infrastructures, qui a investi dans des licences. Et en fait, j'aimerais bien pousser un peu plus l'argumentaire, parce que ça me semble un peu simpliste de mon point de vue, d'argumenter de cette façon. C'est-à-dire qu'on a une release tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et
en gros, le seul argument, ce serait qu'on ait plus de features sur Power BI, que c'est, on va dire, plus sexy. Mais pousser les autres sur des argumentaires un peu plus, enfin, qui sont peut-être un peu plus parlants du point de vue client. Du coup, la question c'est... M'exprimer correctement. Je comprends. C'est une question qu'on connaît bien, qu'on nous pose quand même assez régulièrement dès qu'on parle de migrer une architecture existante vers quelque chose de différent, avec le risque que ça impose, parce que c'est des choses qui sont plus récentes, et en plus le coût de licence qui a déjà été investi. C'est pour ça que ce qu'on a dit là, c'est pas passer tout ça dans Azure tout de suite, c'est déjà passer éventuellement la partie reporting uniquement, ce qui est une petite partie du licensing. Souvent les gens sont passés chez Microsoft en version sur la BI Corporate. Pourquoi? Parce qu'ils achetaient une licence SQL Server et puis ils pouvaient installer toute la stack. C'est ce qui a largement participé à la démocratisation de l'outil. Donc sur une archi comme ça, le premier pas qu'on propose dans l'argumentaire, c'est déjà de passer uniquement le reporting, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire on-premise. Par exemple, là ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a la partie self-service. Si demain j'ai un utilisateur qui veut faire de la self-service avec ces deux briques-là, parce qu'il a déjà investi dedans en termes de licence, il va être très vite bloqué. Alors on a des tentatives de solutions. On va leur dire, ah bah c'est facile, on va faire un dossier sur le portail Power BI Report Server, et puis tes utilisateurs ils auront les droits pour publier dessus, et puis on fait un dossier par département. Ah, mais s'il écrase les dossiers de mon copain, comment ça se passe? Ça devient du coup quelque chose de difficile à gérer. Alors que si on est dans la partie service, l'avantage c'est qu'il y a My Workspace, il y a l'espace de travail de l'utilisateur qui va pouvoir partager avec des gens de l'entreprise. Donc il y a toutes ces nouveaux usages qui ne sont pas possibles simplement avec les parties existantes, cette partie-là. Là, avec cette archi-là, ils peuvent très bien continuer de capitaliser sur leur serveur SSAS, leur data warehousing, et mettre un premier pied ici. De toute façon, leur solution va devenir dépréciée à un moment donné. On est dans le monde de l'informatique et dans le digital, on nous parle de transformation digitale à peu près 3 fois par jour. Du coup, quand on dit transformation digitale, on dit juste aux gens, vous avez déjà des moyens techniques de ASI depuis des années, si vous remettiez un peu d'argent pour le remoderniser et donc tout refaire, c'est comme ça que les sociétés de services comme nous vivons. Du coup, ils vont de toute façon devoir dans quelques années le mettre à jour. Parce que les licences ne vont plus être supportées, s'ils sont encore sur du 2008 R2, bah, il va falloir qu'ils fassent le pas. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc une première approche, si le coût de licensing, l'investissement initial était fort, c'est de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, on vous met juste la partie reporting pour supporter des nouveaux usages. Vous les avez de toute façon, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Et demain, vous serez prêt pour transformer cette partie-là et capitaliser sur ces nouveaux usages pour peut-être développer l'architecture moderne de demain, que je vais vous présenter en 3 et 4 qui sont beaucoup plus avant-gardistes. Ça répond un petit peu? Oui, ça répond. Enfin, ce que je comprends là, c'est que dans Power BI Report Server, parce que j'ai pas utilisé, c'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup moins riche, ou même il y a des fonctionnalités de base qu'on retrouve dans Power BI Service et qu'on ne retrouve pas dans Power BI. Il y a des usages qui ne sont pas supportés. Non, du coup, on aurait dû le noter, et c'est bien que vous ayez posé la question. On a des choses qu'on ne peut pas faire dans Power BI Report Server nativement. Il faut du coup bidouiller des solutions pour réussir à le faire. Merci. Je suis chaud. Je vois ça. Mais c'est parce qu'il faut que tu te presses pour faire. Alors, justement, on passe à l'architecture self-service, donc qui commence un peu à être connue. Dans l'archi self-service, on fait tout seul. Donc on laisse la possibilité au métier de faire ses propres rapports, mais il y a certaines conditions, on va dire, à respecter. Donc du coup, Power BI Desktop se prête très bien au self-service, puisqu'il y a un panel de connecteurs à dispo. Donc quand vous ouvrez Power BI Desktop, vous cliquez sur Get Data, vous avez un panel de type de sources. Donc là j'en ai mis quelques-uns, mais je pense qu'il n'y en a même pas la moitié. Et en plus, si vous ne trouvez pas le connecteur qui vous convient, vous pouvez également le développer vous-même, donc faire un custom connecteur. Mais là, premier inconvénient, il faut avoir Visual Studio et s'y connaître un peu en M, donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde et encore moins du métier dans les entreprises. Alors ensuite, j'ai mis l'Azure Data Catalog en transverse. Est-ce que vous connaissez l'Azure Data Catalog? Est-ce que vous avez déjà utilisé l'Azure Data Catalog?
Ah, Cédric. Une personne. Il n'y a que Cédric qui utilise le Azure Data Catalog dans. Ok. Ok. Donc une personne et demie. Voilà, sur une vingtaine, une trentaine. Et bien ça tombe bien, je vais faire une petite présentation très rapide hein, de l'Azure Data Catalog. Tu veux que je tienne pas au micro? Et... Non mais sinon il y a un truc là, tu sais. Ah non, mais je vais. Non mais vas-y. T'as mis ça où? Ah, mais je spoil pas. Pardon, vous n'avez rien vu. Alors, Ça marche encore. non mais je parle un peu plus fort, t'inquiète pas. Donc l'Azure Data Catalog, c'est un catalogue qui référence les données de votre entreprise dans le cloud. Donc tout est centralisé. Donc ça se prête vraiment bien au self-service également. De par la centralisation, on n'a pas à aller chercher n'importe où ou aller demander à quelqu'un est-ce que tu sais où je peux trouver telle donnée, est-ce que tu sais où tu peux trouver telle donnée. Donc tout est centralisé. Et je n'arrive pas à l'afficher ici. Hop. Donc voilà, donc ça c'est le data catalogue de Scopit. Alors vous pouvez avoir un seul catalogue par entreprise. C'est pas très cher, c'est gratuit pour les 5000 premiers objets que vous mettez. Donc un objet c'est une table, un fichier, etc. C'est moins pixelisé en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau, effectivement. C'est vrai. Moi je le vois bien. Et après je crois que c'est $1 par utilisateur et vous pouvez aller jusqu'à 100 000 objets référencés. Et donc la partie sympathique, c'est que si je prends une source de données, alors déjà les données ont des étiquettes, donc si vous cherchez un domaine en particulier, enfin la finance, n'importe quoi, vous cliquez finance, vous avez toutes les données où une étiquette a été mise, qui s'affichent. Et donc pour un type de données, que j'ai pris complètement au hasard, vous pouvez mettre une description, alors il ne faut pas suivre ce qu'a fait Charles-Henri, hein, il n'a mis aucune description ou quoi que ce soit, mais vous pouvez mettre une petite description. Vous pouvez avoir un aperçu des données, donc ce que donne les champs, il y a une vingtaine de lignes, je crois, voilà, il y a 20 lignes. De rien, c'est quand même assez pratique cette partie-là. Souvent, on est en train de chercher où sont les sources de données, on est en train de chercher qui sont les interlocuteurs. Et donc cette partie où on peut très rapidement savoir ce qu'il y a dans les tables, ce qu'il y a dans les fichiers, plus le fait qu'on puisse renseigner description et interlocuteur, on peut mettre des contacts pour chaque source. Excuse-moi. Tu me spoil là. Non mais je rigole, vas-y, finis. J'en étais où? Donc l'aperçu des données, vous avez également donc, les colonnes, le type, et vous pouvez également y mettre une description et une étiquette pour pouvoir les retrouver plus facilement. Vous avez un profil des données où vous avez le nombre, je vais peut-être demander, le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs distinctes, les min, les max, les averages pour tout ce qui est numérique, le carte type aussi. Et vous pouvez mettre, accrocher une documentation directement au catalogue. Et donc, comme Charles-Henri le disait si bien, il y en a une, voilà. Vous pouvez associer ce qu'ils appellent en tout cas un expert au type de données. Donc souvent c'est la personne, je pense, qui a publié les données. Et en tout cas c'est la personne référente sur la donnée. Donc vous pouvez lui demander par exemple les user mot de passe pour pouvoir vous connecter justement à cette donnée. Ça va, j'ai tout dit, t'as rien à ajouter? Il manque un morceau. Il manque un morceau? C'est quoi le rapport avec Power BI? C'est quoi le rapport avec Power BI? Effectivement, c'était le but. Sur certains types de données, typiquement les tables SQL Server, vous avez le petit bouton ouvrir dans et vous pourrez ouvrir directement votre source dans Power BI Desktop. Les chaînes de connexion sont déjà intégrées. C'est ça, c'est directement du coup depuis le portail du catalogue. Vous avez pour certains types de sources de données la capacité de dire je veux m'en servir pour faire mon fichier Power BI et donc ça va vous pré-remplir, en fait ça va vous générer un PBX avec déjà dans la requête Power Query qui va sur cette source de données. Ça peut être assez pratique pour des utilisateurs qui veulent faire de la self-service et être autonomes là-dessus. Ça rend hyper autonome, effectivement. J'arrête pas d'être spoilé, t'as vu ça? En même temps, tu l'as fait. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré la partie Azure Data Catalog qui fait partie des sources. Si on a par exemple, je vais dire n'importe quoi, un fichier Excel avec plusieurs onglets, on veut en faire un rapport, donc on a une seule source,
c'est assez simple d'aller faire son modèle dans Power BI Desktop. Par contre, si demain j'ai envie de mixer des sources qui viennent de droite et de gauche avec des types différents, là on a une nouvelle contrainte, il faut passer par Power Query. Donc même si les écrans de Power Query sont quand même assez simples et explicites, on ne s'invente pas IT. Faire de la modélisation, c'est pas donné à tout le monde. Bon, il y a la moitié des sessions qui nous est présentées aujourd'hui qui disent qu'on peut faire du Power Query quand on est métier, mais... Ouais, mais Power Query peut-être, mais après la modélisation, enfin moi, chez un de mes clients, quand je leur ai fait un cube, un petit dataset, et que je leur explique que j'ai des tables de dimension, des tables de fait, ils me regardent bizarrement, ils ne savent pas forcément ce que c'est une table de fait, une table de dimension. Donc, quand je dis on ne s'invente pas IT, c'est enfin, voilà, il faut un minimum de formation pour pouvoir faire une modélisation. Et tu vois, d'ailleurs c'est un peu volontaire ce côté débat qu'on peut avoir entre nous, c'est que on a un discours qui est assez compliqué à assumer. C'est vous avez un outil de self-service, vous allez tout pouvoir faire tout seul, et il y a le moment où ils essayent de tout faire tout seul, sans avoir été formés, voilà. Et c'est compliqué, Là, donc c'est là où l'IT rentre dans la boucle. Mais donc le message derrière tout ça, c'est pour pouvoir vraiment faire de la self-service, faites des formations, faites faire des formations à vos métiers, ça demande, ça se fait pas comme ça, il n'y a pas d'outil magique encore où on glisse la source de données et paf, ça sort le rapport comme ça. Donc, il y a besoin d'un petit peu d'effort. C'est ma conclusion. Ah, merde. Du coup... On rattrape après ça. Non, je t'inquiète pas. L'Azure Data Catalog, ici, je l'ai mis en transverse. Donc effectivement, aujourd'hui, ça sert pour les sources, mais il ne serait pas incohérent, voire même très sympathique, de voir arriver demain un référencement dans l'Azure Data Catalog des datasets. Donc là, les datasets seraient déjà créés par quelqu'un et on pourrait ouvrir directement, alors ça n'existe pas encore, hein, ça serait pas mal, effectivement, pour ouvrir directement le dataset et faire son petit rapport comme on le souhaite. Juste pour une petite question, qui fait de la self-service, qui market la self-service dans sa structure ou auprès de ses clients aujourd'hui? Pas avec toi. Pas avec toi, bien. Alors on a des gens qui font du ClickSense ici. Bon, bah, c'était pas cette conférence, c'était là. S'il y a que ça, il y en a juste 2-3. Ah, je suis surpris. Pas avec Power BI. Pas avec Power BI. Avec ClickView aussi? Non. Avec Si, ClickView et Business Objects. Ah, BO, alors c'est le service BO. Oh là, c'est moi La dernière fois que j'ai ouvert un univers BO, j'avais pas vraiment l'impression que c'était le service, mais ça doit être parce que je suis pas IT. Ouais, c'est métier, on fait ça. Voilà, c'est ça. Ok, donc petit ratio, c'est étonnant parce que quand on écoute un peu le discours ambiant, on a l'impression que tout le monde fait ou veut faire de la self-service avec Power BI. Ok. Dans le service là, pur Power BI, il y en a quand même possibilité de faire des modèles d'analyse de service déposés sur Azure et après des utilisateurs. On peut très bien avoir préparé le modèle, que l'IT ait préparé un modèle SSAS, Analysis Services, et ensuite. La couche modélisation serait déjà Tout à fait. C'est ça. C'est juste que les utilisateurs qui ont un modèle à disposition, ils peuvent. Et là, on passe pas par du Power Query. Par contre, c'est plus du self-service à proprement parler, parce que quand ça c'est ce qu'on fait beaucoup nous, parce que ça ressemble à ce qu'on fait. Ça sera la partie de moderne DataWare en fait. Non, c'était plus la BI à papa pour le coup, on préparait le modèle. Alors, modulo le fait qu'on est là, vous parlez d'Azure, de SSAS, d'Analysis Services dans Azure. Mais si on prépare le modèle, ce qu'on constate, c'est quand on donne la main aux utilisateurs pour faire la self-service et qu'on leur a préparé le modèle, c'est que la première question qui arrive, c'est comment je fais pour faire une connexion entre le modèle que tu m'as préparé et mon fichier Excel. Voilà. Et là on fait tu sais qu'à Il manque ça, il manque ça. C'est plutôt en amont qu'il faut, dans ces cas-là, éventuellement réfléchir, si nécessaire, le modèle. Donc on rentre sur un cœur Du coup, c'est plus du self-service. Et du coup, c'est plus voilà, donc on a vraiment que le reporting as a service et plus vraiment la liberté totale de consolider ses propres données. Donc c'est vraiment l'ambiguïté de ces deux mondes. C'est qu'est-ce que je prépare côté IT, qu'est-ce qu'on laisse faire. Oui. Donc je peux poser la question maintenant parce que ça a un lien avec la phrase que tu viens de faire. Dans l'entreprise, qui aura le rôle de la gestion de l'Azure Data Catalog? C'est une bonne question. Parce que là, de ma propre expérience, le relatif échec de MDS, parce
qu'on a vu quasiment nulle part, ou très peu, c'est que personne ne voulait se le coltiner. Alors, du coup, il y a une excellente session cet après-midi sur la gouvernance des données avec Cédric. Je t'invite à y aller, ça sera plus simple. Et là, j'ai peur qu'on tombe un peu dans ce même écueil, en fait, que les devs BI, qualifiés de développeurs, ils n'aient pas envie de faire ça, et que côté métier, on ne trouve personne pour gérer un système d'étiquettes, d'experts, de référents dans des bases de données, des choses qui vont leur paraître un peu techniques, quoi. Parce que finalement, dans MDS, c'était effectivement la fusion de ces deux mondes. Personne ne voulait le faire côté métier parce que c'était trop technique. Personne ne voulait le faire côté développeur parce que c'était pas assez technique. Et on tombe tout peu en milieu. Et j'ai l'impression qu'Azure Data Catalog simplifie vachement le truc parce que ce ne sont quasiment que des chaînes de connexion. Pour visualiser un peu, c'est vrai. Ouais, ça pousse un peu moins qu'MDS, il n'y a pas de gestion de référentiel complexe. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu simplifier le truc pour rapprocher des métiers. Mais les clients avec qui je travaille, il n'y en a aucun qui. Enfin, il faudra les pousser, quoi. Ça ne sera pas naturel. Et ça demande en effet un accompagnement et un sujet qui a un autre sujet qui est vraiment la gouvernance autour de la data dans l'entreprise et la répartition des rôles. Ok, merci. Et j'ai pas de réponse magique. C'est une question qui rejoint un peu ce qui vient d'être posé, mais on va dire par rapport à votre retour d'expérience, vous, chez vos clients, comment vous utilisez Power BI? Parce que moi, ça me paraît un peu utopique de dire le métier va faire du Power Query, va faire de la modélisation. Du coup, quel est le rôle du consultant BI dans ce cas-là? Tu peux en parler, toi, si tu veux. Mais par contre, faire de la modélisation, mettre à dispo des datasets et dire au métier, bon, voilà, tu peux jouer un peu avec et faire tes petits graphiques. Et ils font un petit rapport comme ils le souhaitent, etc. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Typiquement, moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une personne du métier, je s'intéresse quand même un peu à l'IT, et du coup, je lui ai fait également un dataset avec juste un seul KPI, qui est le nombre de quelque chose. Et derrière, je lui ai dit, dis-moi quel autre KPI tu as besoin, parce qu'il ne me les avait pas donnés, ils fonctionnent en itératif, donc il ne m'en avait pas encore donné. Et en fait, il s'est, entre guillemets, pris de passion pour Power BI, et il a créé tous ces KPI lui-même. En fait, on peut, en cliquant droit, faire une nouvelle mesure. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire dans Power BI, en DAX, dans un cube SSAS, mais il a créé une dizaine de mesures, il a tout fait lui-même en DAX, alors qu'il ne connaissait pas le DAX. Par contre, moi, j'ai jamais eu d'expérience où les personnes faisaient du Power Query. Le métier faisait du Moi, j'en ai pas mal pour le coup, des gens qui sont complètement autonomes et qui font des choses assez poussées. Avec leurs sources de données, en ce moment, là, j'ai un client où ils ont pas mal de Google Sheets. En plus, ils sont quasiment 100% Google, sauf Power BI qui est là avec le milieu, comme ça. Et ils font leur modèle, ils font des trucs, ils font du Google Sheets. Ils ont même développé un custom connector parce que c'est des métiers qui avaient eu de l'appétence avec BO pour le coup, souvent, où ils avaient déjà mis les mains un petit peu dedans. Et du coup, ils arrivent à faire des choses assez impressionnantes. Et en effet, il y a un moment où ça marche pas, et du coup, ils appellent. Et nous, on a un rôle plus de support pour dire: ah ouais, t'as fait ça? Oui, je peux t'aider. Et on essaye de les accompagner pour le moment où ça passe plus parce qu'ils n'ont pas fait de modélisation, parce qu'ils ont fait une grosse table géante et que du coup, c'est un peu. Des modèles comme ça, c'est des modèles spaghetti, justement. C'est partout. Ah bah après, la question. Dans les Core Dependency. Et la question se pose on avait quand même des utilisateurs métiers qui faisaient du VBA et qu'on fait des choses assez extraordinaires en VBA. Donc je pense pas qu'il y en ait qui soient arrêtés par le fait d'écrire le livre de DAX et un peu de PowerPoint. Ce qui est libre derrière, c'est avoir le risque de dire ah, l'outil n'est pas bon. Complètement. On l'a mal utilisé. C'est toujours le risque et c'est toujours sous-estimation. et on en revient à la même discussion que de tout à l'heure. C'est il faut mettre de la gouvernance en place, il faut former les gens et avec de la formation et de l'explication. Et éventuellement de la préparation. Ce qu'on fait aussi, c'est que des fois, les data warehouse, du coup, on va exposer des vues qui soient déjà en modèle en étoile. Du coup, les utilisateurs peuvent se mettre sur les vues qui sont déjà préparées. Donc, toute la partie data cleaning, toute la partie référentiel unique, elle existe. Mais ils ont toujours la main sur le modèle pour dire: ah, bah si je veux rajouter mes données d'Excel, alors je peux les rajouter. Donc, il y a un petit monde un peu. Il y a bien plus de possibilités que ce qui est présenté là, effectivement. Et il n'y a pas de solution magique. C'est bon? Une dernière question. Donc pour le Azure Data Catalog, là on est sur une solution qui est un peu, on va dire, full Azure. L'Azure Data Catalog, oui. Ça peut se connecter on-prem avec la Gateway. Avec la Gateway, on peut référencer des SQL serveurs on-premise. Ah non, mais on peut mettre des sources sur local. Non, on peut référencer n'importe quelle source. D'accord. Même si on a un SQL serveur sur sa machine,
on va sur la gateway, on peut inscrire le SQL Server qui est sur sa machine. Ça mettra comme chaîne de connexion point par exemple ou le nom de la machine. Ce qui ne fonctionnera pas sur l'utilisateur, mais on peut la référencer dans le data catalog. Donc ça perd un peu de son sens si on met un point ou localhost, c'est bizarre. On peut rajouter tout ce que c'est fait. Ok. Conclusion. Dernier petit point quand même, dont je n'ai pas parlé, qui fait référence à l'architecture de un gros inconvénient qu'on a ici également, quand on fait du self-service, c'est que notre fichier PBX ne peut pas dépasser 1 giga. Donc clairement, dans la première architecture où on pouvait historiser les données, là, si on essaye de faire un rapport avec 10 ans de données, clairement, ça ne passera pas. Tout ça, c'est en capacité. Ouais. On peut en effet utiliser Azure Analysis Services, on peut faire un petit tas de petites choses. Mais par défaut, on est 1 giga sur la version PBX sur le moment du déploiement. Par contre, on peut monter un peu plus quand on le cube. Alors, si le modèle est déjà déployé et qu'il est rafraîchi automatiquement, il va pouvoir s'étendre plus que 1 giga, il va pouvoir monter jusqu'à 10 gigas. Mais par défaut, la publication d'un fichier autour du giga, ça commence à poser problème. Du coup, conclusion très rapide. Le self-service c'est bien, ça fait gagner du temps à l'IT effectivement. Par contre, si toutes les personnes dans la société se mettent à faire des rapports puisqu'ils le peuvent, on aura autant de rapports que d'utilisateurs, voire même plus, et non centralisés s'il n'y a pas d'endroit où ils peuvent poser leurs rapports, enfin bref. Et on sous-estime, je le répète, très fortement l'effort de formation à donner au métier pour ce type d'architecture. On vous demande plus si vous avez des questions, parce que vous en avez déjà posé beaucoup trop. C'est ça, on a pris le temps. Je suis pas du tout Je crois que je peux changer de résolution parce que pour les Il reste 14 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bon. C'est ça, 3800. J'ai cru que j'avais un livret d'automateur. Je n'y veux pas. Il ne peut pas mieux changer. En même temps, il vous reste que 10 minutes. On va s'arrêter là alors, allez. Pour ceux que le foot intéresse, hein, c'est peut-être pas le cas de toute l'assemblée. On est d'accord. Ah, comme ça, j'ai pas me retourner comme ça, tu vois, ça va être vachement. Tu me demandes de te presser, mais franchement. C'était pour que je puisse faire ça. Ah, ok. Est-ce qu'il est mis à droite? Où ma souris? En bas. Ouais. Je crois que c'est moi. Oh, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est légèrement mieux, mais pas Mais plus. en fait, c'est ton slide qui est pas bon. Ça va pas être pratique, ça, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux zoomer? Moi, je peux zoomer avec ça. La session, c'était Power BI ou PowerPoint? Juste heureusement, c'était Power BI. C'est vrai que toi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de Power BI, donc tu comprends peut-être pas la différence. C'est pour ça que je suis là. Je pensais prendre un cours. Qui a laissé rentrer ce mec? Alors, architecture un peu moins conventionnelle, mais présentée sur le site de Microsoft comme ci-dessous, que je vais vous expliquer un petit peu. C'est une architecture qui s'appelle Modern Data Warehouse. Modern Data Warehouse parce que déjà exclusivement dans Azure. Alors là, en termes de changement, si vous aviez quelqu'un de réticent à juste mettre Power BI, ça va être un peu plus compliqué à vendre, il va falloir sortir les arguments. Alors comment ça se passe? Microsoft nous dit, vous avez des fichiers de log, éventuellement des applications business. Vous allez utiliser un service qui s'appelle Azure Data Factory, qui est une sorte d'ETL dans Azure. Des blob storage. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Databricks, waouh, ça aussi, je ne le connaissais pas celui-là. Azure SQL Data Warehouse et Took. Comme ça, c'est génial. Et éventuellement Azure Analysis Services et Power BI. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est pas. Je ne vais pas vous détailler chacune des briques parce qu'on serait encore là demain. Et vu qu'il y a des histoires de foot, vous n'allez pas voir. Du coup, ce qui est intéressant dans cette archi, c'est que déjà, on est 100% dans Azure et on stocke des fichiers au lieu de stocker des données relationnelles. Ça, c'est déjà un nouveau paradigme. On est dans la mouvance Big Data. Waouh, c'est la folie. Comme des applications. Ouais, mais c'est quand même des fichiers au bout. Donc on est quand même sur des données déstructurées, enfin
Elles sont structurées en source, mais on les met à format fichier dans le blob storage après. Passer par un format fichier PID. C'est Faut passer par un format fichier PID. faut forcément avoir de l'extraction, en tout cas dans cette architecture-là, fichier. Qui seront pas si déstructurés que ça, vu que s'ils viennent d'une base relationnelle, en effet, ils seront plutôt typés, plutôt structurels. Du coup, bon, bah, la meilleure façon de le vendre, celui-là, c'est de dire Big Data. Normalement, c'est bon, les gens achètent. Ça, c'est une archi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle a plusieurs avantages. Je vais en parler sur une petite variante de cette archi-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette archi-là, elle peut fonctionner, elle fonctionne, et je la trouve un peu compliquée. Personnellement, j'ai pas eu besoin de toutes ces briques. Azure Data Brick, par exemple, c'est une brique qui permet de faire du Spark. Donc ça permet d'avoir des données qui sont en mémoire pour des très gros volumes avec des transformations importantes, un peu de data science, de faire du Python, du Scala. Enfin, c'est très bien, mais aujourd'hui, j'ai pas eu ce besoin-là. Azure SQL Data Warehouse, c'est un service qui marche bien aussi, mais qui coûte un peu cher. Quand on allume SQL Data Warehouse, il faut commencer à faire chauffer la carte bleue, c'est un peu compliqué. Azure Analysis Services, c'est aussi très bien, mais dans la mesure du possible, quand je peux m'en passer, j'essaie de m'en passer parce que ça a aussi un coût. Sur une machine sur un S2, on est à peu près à 3500 € par mois. C'est pareil, là, il faut un petit peu travailler les gens pour sortir 3500 € par mois. Et sachant qu'on peut très bien avoir Power BI pour un certain niveau de volume de données qui soit largement suffisant pour ne pas avoir besoin de provisionner ce service. Bon, on en parle tout de suite. Moi, ce que je vous propose et ce que j'ai déjà mis en place plusieurs fois, c'est une archi comme ça, en plus elle s'affiche bien. C'est pas un hasard, ouais. C'est avoir nos applications sources, toujours Azure Data Factory. Azure Data Factory va avoir ce côté ordonnancement des processus. Vous allez pouvoir aller chercher vos données dans vos applications sources, dans des pipelines, et automatiser ça avec du développement dans Visual Studio ou alors directement depuis le portail, et les déposer. Alors je ne suis pas parti sur du blob storage, je suis parti sur du Azure Data Lake Store. C'est assez proche en fonctionnalité. Il y en a juste un qui est basé sur HDFS, sur Hadoop, mais c'est complètement un service. C'est un peu plus cher que le blob storage, mais ça a des performances largement meilleures. Donc, vu la différence de prix, je préfère cette partie-là. Surtout que ça me permet, enfin l'autre me permet aussi, mais ça permet d'utiliser Azure Data Lake Analytics. Ça vous parle, ça, Azure Data Lake Analytics? Qui a déjà fait du Azure Data Lake Analytics? C'est déjà pas mal. Donc ça permet de faire quelque chose qui ressemble à du SQL et du C#, et d'avoir un traitement hautement parallélisé. Par exemple, là en ce moment j'ai un projet où je charge 4500 fichiers de 100 MO. Si je devais le faire, et je fais des transformations du type not exist dans les trucs d'avant pour savoir s'il y a des mises à jour ou pas, si je devais le faire dans SQL Server, je pourrais le lancer tout de suite et vous présenter le résultat l'année prochaine. Ou quand la France aura fini la Coupe du Monde, quand elle aura perdu les matchs de poule. Donc non, c'est trop proche ça. Du coup, donc c'est la partie un peu votre travail ETL, c'est ça? Toute la partie ETL, en effet, je le fais dans la partie Azure Data Lake. C'est du USQL, c'est ça? C'est du USQL, exactement. Avantage, le Data Lake Store, c'est peu cher. Vous prenez vos fichiers, vous les mettez dans l'Azure Data Lake Store, c'est vraiment peu cher, le Tera est à 20 ou 30 € je crois. Vraiment ça va. L'Azure Data Factory, c'est pas très cher à l'utilisation non plus, on paye à l'exécution du pipeline, c'est très peu cher aussi. Data Lake Analytics, on paye au job, à la computation nécessaire, enfin qu'on provisionne, et au temps d'exécution. Donc si vous avez des petits traitements, c'est aussi peu cher. Au final, vous avez deux solutions qui se proposent pour vous. Soit vous utilisez directement Power BI sur Azure Data Lake Store, c'est possible. C'est-à-dire que là, si vous regardez, j'ai un petit exemple pour vous. J'ai des données que vous ne voyez pas parce que je suis pas sur le bon écran. Donc, viens Power BI, colle-toi en haut. C'est bon, il faut que je me fasse pousser les yeux là. Hop. C'est soudain, le PDF français. Tu prends. Dupliquer le coup. Personne qui sait pas. Ils osent pas, mais ils se prennent. Donc là, vous voyez, j'ai un fichier Power Query, j'ai un fichier Power BI, enfin vous voyez pixelisé, mais vous voyez, avec 4 fichiers sur mon Data Lake Store. Ça, c'est directement Data Lake. Je lui ai dit, tiens, c'est une source de données Data Lake. Et si je vais voir le code M qui est généré là-dessus, ouais, on voit légèrement, mais j'ai un Data Lake.content avec le nom d'un dossier,
Et en dessous, ce que j'ai, c'est un binary.decompress de ma source. Pourquoi? Parce que dans Data Lake, une chose qui est bien, c'est qu'on peut directement, avec le USQL, gérer les fichiers de façon compressée en gzip tout au long de la chaîne. Donc l'avantage, c'est qu'on a des fichiers plus petits, et vu qu'on paye au stockage, bah, finalement c'est pas mal. Comme ça, c'est vraiment peu cher. En plus de ça, on limite les transferts réseau pour aller vers Power BI. Parce que si je connecte Power BI directement dessus et que j'ai 200 Tera à prendre, ça ne rentrera pas dans Power BI, mais que j'ai 1 giga à prendre, bah, il va falloir le temps de le ramener. Si je le compresse et que ça fait 25 MO, c'est vachement intéressant de pouvoir ramener que 25 MO. Donc Power BI va être capable de directement décompresser le fichier et ensuite me traiter le JSON en le transformant en tant que table et en l'exploitant. Donc ça c'est vraiment... Au final, il récupère une format de données. Il récupère du JSON, il le décompresse côté Power BI et ensuite il l'exploite pour remplir le modèle. Enfin, il le recompresse dans le modèle tabular. Donc pourquoi il y a deux pattes à mon architecture? Si jamais j'ai en dessous de 10 Go, c'est bon, ça fonctionne, on vous l'a expliqué, Gwendoline vous l'a dit. Si jamais j'ai plus de 10 Go, je vais avoir du mal à avoir directement Power BI qui tape dans mes données du Data Lake. Donc je vais pouvoir utiliser Azure SQL Data Warehouse soit pour faire des tables externes, on a la capacité de faire des tables externes qui pointent vers directement Azure Data Lake Store. Et du coup, je vais pouvoir faire select, étoile, from et faire directement du requêtage dans mon modèle pour pouvoir éliminer un sous-extrait de ligne, pouvoir modéliser ma donnée simplement. Et si besoin, je peux aussi utiliser Azure SSAS, qui est finalement la partie data de Power BI que j'aurais remonté dans mon partie Azure SSAS. Avantage, c'est que là, j'ai pas de limite en termes de taille. Ça marche très bien en termes de performance. On a même possibilité de provisionner des très grosses machines. Par contre, ça coûte 3500 € pour 10 CPU. Donc on commence, si on allumait ça et ça en même temps, ça chauffe très très fort à la porte bleue. Et donc au final, dans ce cas-là, on aurait les données qui sont directement dans le fichier Power BI. Dans ce cas-là, on aurait une connexion directe vers un cube SSAS as a service dans Azure. Ah, c'est pas évident. Je vais un peu vite, mais vous avez d'autres questions? Donc c'est l'architecture que j'appelle tu as qu'à tout ramener. Pourquoi? Parce que l'avantage de ce type d'architecture, c'est que la question qu'on se pose... pourquoi? Je te pose la question. Non, ça s'écrit pas comme ça. C'est vrai, Enfin, déjà, ça se dit pas comme ça, mais... T'aurais pu corriger les chaînes. C'est vrai. Elle a qui fait mal aux yeux. Du coup, l'architecture où on ramène tout et on fait des fautes d'orthographe, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de choisir ce qu'on va ramener. Contrairement aux architectures classiques où on a du relationnel tout le long, on est toujours en train de dire il faut apprendre que les données qu'on va vouloir exposer aux personnes. Le reporting doit avoir, enfin les données, ramener les données ça coûte cher, il faut faire des flux SSIS avec des colonnes avec des transformations, etc. Là, on va prendre les données telles quelles et on va les stocker dans l'Azure Data Lake Storage parce que c'est pas cher. On va pouvoir tout ramener sous forme de fichiers, du format JSON, du format CSV, du format Parquet, Orc ou le troisième que vous oubliez, qui seront performants et compressés et qui fonctionneront bien. Et on va pouvoir ne pas faire de choix sur les colonnes qu'on veut ramener parce que de toute façon, on ne va pas poser de structure à ce moment-là. On va juste dire prends-moi les données de la source et pose-les-moi telles quelles dans ce Data Lake Storage. Ce qui va me donner la capacité de commencer à renormaliser mes données parce que ce serait mentir que de dire ah, vous inquiétez pas, vous stockez tout dénormalisé et puis tout va bien. Ça va être la partie USQL qui va pouvoir interroger ces énormes quantités de données très rapidement et pour pas si cher que ça, pour vous faire des tables préparées pour vous. Par exemple, sur la partie USQL, c'est-à-dire tout le typage et la normalisation. C'est ça. Par exemple, là j'ai un type de fichier où je vais dire tiens, récupère-moi avec un extracteur JSON. Je vais installer limite, mais tant pis. Avec un extracteur JSON, c'est ce que j'ai ici, ces colonnes-là. Donc c'est à ce moment-là où je reprends mon fichier source et je lui dis j'ai telle colonne, telle colonne, telle colonne. C'est là où je refais une couche de structure avec des types. Des types qui sont d'ailleurs beaucoup plus légers que les types SQL. String, l'avantage c'est que j'ai pas du tout à m'occuper du varchar 4000 ou du varchar 256. Là on est assez libre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je fais un truc que j'aurais jamais pu faire en SQL. Un select row number over partition, mon code fonctionnel et des dates basées sur les dates des fichiers. Les fichiers sont timestampés et c'est ce qui va me permettre d'avoir la notion d'incrémental. Et du coup, si j'ai des doublons dans mes lignes sources, il va me prendre que la dernière par date pour être sûr d'avoir la dernière version de la ligne. C'est-à-dire que si je fais une reprise ici, je l'ai fait sur, je vous dis, plus de 4000 fichiers.
200 MO, et c'est quelque chose qui tourne en 1h30. C'est inimaginable dans le monde de SQL de faire un truc pareil. Parce que j'aurais déjà payé le moment de l'insertion, où j'aurais dû normaliser les données, où j'aurais dû mettre un column store index parce que je vais avoir des perfs en lecture par la suite, et ensuite aller chercher la dernière version, un raw number sur des volumétries comme ça, j'ai 2-3 milliards de données. Donc, mais c'est malade, c'est pas ça. Alors du coup, on est beaucoup moins réticent à stocker la donnée brute, ce qui était quand même le gros de notre travail jusqu'ici. C'était de dire comment est-ce que je vais garder la donnée. Et j'ai juste à la fin un anti-semi-join, c'est l'équivalent d'un not exist dans le monde du USQL, qui me dit tu vas me prendre que les lignes qui n'existent pas dans la. Tu vas prendre les lignes qui existent dans ma destination et tu vas exclure les lignes qui existent dans les nouvelles lignes que je viens de ramener. Et donc ça me permet de faire une sorte d'incrément et de ramener uniquement, de faire une union entre les deux et de ramener le changement incrémental. C'est un peu différent dans l'approche. Je sais pas, vous faisiez certainement pas quelque chose comme ça. Si je vous disais, vous faites une union avec les données, vous vous occupez pas du type. C'est assez différent, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc, type de données variées, grande flexibilité. Le data lake store, vous allez pouvoir mettre toutes les données à l'intérieur dans des dossiers bien rangés. Et du coup, vous avez une centralisation de l'information. Pour peu que vous mettiez un Azure Data Catalog au-dessus, vous allez savoir où sont les données et pouvoir aller y accéder, soit en self-service avec Power BI parce que vous pouvez vous connecter dessus, soit avec des outils plus avancés. Inconvénient, vous êtes uniquement dans le cloud. Alors là, pour ceux qui sont réticents à partir dans le cloud, compliqué. Peu de compétences. Aujourd'hui, on l'a vu, il y avait 4-5 mains pour le USQL, ce que je trouve déjà pas mal pour le coup. Mais c'est assez peu répandu. Et vous n'êtes pas du tout dans le monde transactionnel là. Quand vous posez un fichier, si vous n'allez pas faire un rollback sur tiens, j'avais une ligne qui avait un truc bizarre, enfin là on est plus sur le monde du big data. On peut perdre une ligne si on va pas être en train de faire des insertions à la volée pour en étant sûr qu'elle arrive au bout quoi. Ouais. Dans le cloud, uniquement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de backup. On n'a pas accès à faire des backups de fichiers. On ne peut pas faire des backups de fichiers. On peut les copier, oui. On peut les exporter. Le Data Lake Store, c'est une sorte de stockage dans Azure. Mais on peut tout à fait reprendre les fichiers et les télécharger en local. Dernière architecture. MIDI 12. MIDI 2. Alors s'il y a des... Donc là, il y avait quand même tout un retravail de la donnée de SQL, etc. Et donc derrière, c'est quand même fini de ressortir des datasets. Alors soit on peut ressortir des datasets dans j'ai compris tout à fait. Moi, ce que je fais... On peut, ouais. Donc le USQL, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les fichiers sources. Et c'est là qu'on va mettre toute notre logique de TL. Et il va générer des fichiers qui seront des dimensions et des tables de fait potentiellement. Mais qui seront absorbés directement par Power BI. Ah, ça c'est une très bonne question, j'ai fait un meet-up qui était vachement intéressant sur ce sujet. Il y a peut-être un... Non, je l'ai enregistré, mais c'est pas la question est très intéressante. Quand on est dans ce monde-là, dans le monde du data lake storage, dans le monde du data lake de manière générale, le format de fichier a une importance énorme. C'est-à-dire que si vous stockez les données en JSON, vous allez avoir quelque chose d'assez normé. Donc c'est un avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre la colonne qui s'appelle Toto, et elle va s'appeler Toto de façon sémantique tout le long, on va pouvoir la requêter avec Toto. Si on est sur du CSV, on va être beaucoup plus performant parce qu'on n'aura pas vraiment cette couche de normalisation. Mais par contre, on aura colonne 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Et si on a d'autres formats qui sont beaucoup plus adaptés au data lake, qui sont Parquet, Orc, et le troisième dont j'arrive vraiment pas à me rappeler, et ben c'est pas supporté dans Power BI. Donc c'est dommage. Donc le format de fichier, en effet, donc pour répondre clairement à la question, il n'y a pas de recommandation stricte sur le format du fichier. C'est plus en fonction de ce qu'on veut faire. Si ma destination c'était pas Power BI directement, j'aurais pas fait du JSON, j'aurais plutôt fait du Parquet. C'est ça. Donc la partie real time, c'est mon archi préférée en ce moment parce qu'elle n'a que des avantages.
alors vous avez la version de Microsoft que vous pouvez retrouver sur le site de Microsoft. Par contre, il y a la version que je préfère parce qu'en plus elle s'affiche mieux sur l'écran. Donc ça, on retrouve la version Modern Data Warehouse qu'on a vue ensemble. Et sur cette partie-là, alors Microsoft conseille Kafka dans son architecture. Le problème de Kafka aujourd'hui dans Azure, c'est que c'est basé sur HD Insight, c'est un peu lourd. C'est pareil, quand vous le mettez en route, ça fait chauffer la carte. Donc moi je préfère un peu Evangrid en ce moment qui ne fait pas exactement la même chose. J'ai pas dit ça. Et l'idée c'est quoi? C'est de se dire, je vais avoir directement mes applications métiers ou des Azure Functions qui vont aller chercher mes données, mes nouvelles données, pour les écrire dans un Evangrid. À chaque nouvel événement, je vais faire partir deux choses. Une patte, je vais écrire dans mon application transactionnelle, par exemple, dans ma base de données opérationnelle. Mais je vais avoir modifié légèrement mon application métier pour partir vers Evangrid. L'avantage de faire ça, c'est que chaque événement provoque le découlement de celui-ci jusqu'au reporting. Donc vous n'êtes plus en train de faire du batch, vous êtes vraiment en train de mettre chacune des lignes dans votre data warehouse ou dans votre reporting. L'avantage de faire ça, c'est que vous n'êtes plus tributaire du temps de traitement qui est souvent assez important du chargement du data warehouse. Vous savez, le truc qui tourne pendant 5 heures, vous arrivez le matin, ah ça a planté. Vous inquiétez pas, ça sera bon demain matin. Donc l'avantage c'est que vous pouvez directement déclencher cet événement et donc faire du temps réel plus facilement. Mais même de manière générale, moi je vous recommanderais de faire ça pour toutes vos nouvelles architectures BI. Parce que c'est devenu suffisamment simple et standardisé pour pouvoir le faire. Avant c'était compliqué à mettre en place, c'était un peu récent, mais maintenant on a quand même pas mal de choses qui marchent très bien, donc je peux vous montrer rapidement comment c'est fait. Je l'ai fait à partir d'un capteur, vous voyez là j'ai un petit capteur Arduino qui prend la température de la salle et l'humidité. Donc là j'ai un capteur, ça envoie l'information dans Evangrid, l'Evangrid écrit directement dans un dataset Power BI. Vous saviez peut-être pas, mais vous pouvez créer un dataset directement dans powerbi.com et écrire dessus. Donc à quoi ça ressemble? Alors, je vais réfléchir autrement. Là, forcément, j'ai pas d'événement. Alors, le problème de ce truc-là, c'est que s'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'événement. Ah, forcément, il faut des événements. Hop. Et là, vous voyez que c'est vachement facile à reprendre en cas d'échec. On vous aurait dit non, il dit que c'est plus rapide qu'un data warehouse classique. Je vais redémarrer mon système et ça va redescendre très rapidement. Donc le temps que ça se passe très rapidement, quand même que je passe une slide. Ça déconne. Donc, les données sont prises de mon capteur, sont envoyées vers Evangrid, sont envoyées vers une Azure Function et vers Power BI. Donc dans Power BI, j'ai un dataset de type streaming. Vous voyez, c'est un dataset que je peux modifier directement depuis l'interface en ligne, où j'ai indiqué qu'il y aurait une date d'événement, l'humidité, la température. Et directement, il me donne les informations nécessaires pour envoyer les informations dedans. Donc si je clique ici, hop, il me donne une URL publique et le type de JSON qu'il attend en entrée. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai mon capteur qui envoie dans Evangrid, Evangrid qui remet en forme les données du capteur pour qu'elles correspondent à ce qu'attend mon API Power BI. Et là, j'ai les données qui doivent arriver en temps réel. Vous y croyez pas, hein, vous pensez que... Et donc normalement ce qui est intéressant, c'est que je peux faire... Mais bon, c'est plus très nécessaire vu que vous avez cru, vu que vous avez vu que c'était du temps réel, vu que ça marchait pour ça, c'était le côté positif. Et donc il y a deux choses, il y a la partie temps réel, ok là vous allez me dire c'est bien, je vois la personne qui achète, qui fait monter mon chiffre d'affaires toutes les minutes, c'est quoi l'intérêt, ça sert à rien. Moi, j'ai pas des capteurs, j'ai des applis opérationnels. Et bien ça tombe bien, parce que d'une, oui, vous pouvez voir le chiffre d'affaires des 25 dernières minutes, dernière heure. Par exemple, Farida, je pense qu'elle serait très contente s'il pouvait avoir le chiffre d'affaires en temps réel sur le téléphone. C'est pas des ClickView que tu peux faire ça. Mais sur ce même dataset, vous pouvez faire des rapports avec un peu plus
d'historique. Vous êtes limité dans le dataset Power BI sur 220 000 événements, 205 000 ici. C'est un FIFO donc qui va tourner au bout de 205 000, je vais perdre le plus vieux et je vais récupérer le dernier. Donc ça c'est intéressant. Et cette vue-là, rapport, elle ne s'actualise pas automatiquement. Il va falloir que je clique sur Refresh pour avoir des nouvelles données. Vous voyez que je suis quand même à 2 événements par seconde, que c'est absolument sans problème. Ça supporte Event Grid va supporter beaucoup d'insertions dans l'Event Grid, et c'est tout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir remplir ce service bus avec des événements et les dépiler en fonction de vos sources. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que je vous dis 220 000, vous me dites oui, mais moi j'ai plus de 220 000 transactions dans mon application, c'est n'importe quoi pour truc. Tout l'intérêt, c'est de faire ce qu'on appelle une architecture lambda. Donc vous avez une page qui va dans votre reporting temps réel, mais Event Grid peut avoir autant de subscribers, d'abonnés que vous voulez. Donc là, je vais pouvoir avoir une patte qui va vers Azure Data Lake Store. Donc du coup, je vais avoir mes événements qui vont dans la vision temps réel et ceux qui sont historisés, avec des traitements USQL, qui vont me ramener ça dans mon Power BI si j'ai besoin, croiser avec mes données de chiffre d'affaires d'une autre application que j'ai déposée avec Azure Data Factory. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à migrer toutes vos applications vers des architectures streaming. Au lieu d'avoir des problèmes de batch qui sont longs et qui plantent, vous aurez des problèmes de petites transactions qui peuvent disparaître ou qui peuvent être en échec, mais vous êtes capable de les tracer pour pouvoir les rejouer éventuellement. Et si jamais vous avez un problème au niveau de votre consommateur, vous allez avoir les événements qui vont s'empiler ici. Donc il y a des nouveaux problèmes qui émergent et de nouvelles façons de penser, en particulier un concept qui s'appelle l'idempotence, qui dit qu'il faut que la date de l'événement soit bien celle de l'événement source et pas quelque chose qui est là. C'est un problème qu'on a rencontré. Sinon, vous allez récupérer ici tous les événements qui étaient en pile, et vous allez avoir la date qui va être la date de votre Azure Function à un moment où vous allez récupérer, ce sera un problème. Donc il faut bien faut faire attention aux dates, quoi. On est très lié au temps. C'est un problème de bug ou paramétrage? C'est l'Azure Function qui consommait trop de mémoire, du coup ça pilait, elle arrêtait de s'exécuter au bout d'un moment. Ce qui faisait qu'elle continuait de fonctionner, mais j'avais toujours des problèmes de... Et du coup ça s'est empilé là, et quand j'ai redémarré, pendant un jour ça a redescendu. Mais vu que la date qu'on avait mise, c'était pas la date de la source, mais la date de l'Azure Function, je me retrouvais avec des événements, des milliers d'événements qui arrivaient tout de suite. Mais ça devenait bizarre dans Power BI, ça faisait des trucs un peu comme ça. Vous êtes convaincu par cette architecture? Vous faites tout ça chez vous demain? S'il vous plaît. Avantage, vous pouvez faire facilement du temps réel. La version que je vous ai montrée, elle est complètement peu chère. C'est super peu cher. Super peu cher. J'ai l'impression d'être à Darty ou à Lidl. Vous avez la possibilité d'avoir autant de sorties que vous voulez. Ça veut dire que je vous ai parlé d'une sortie vers Azure Data Lake Storage, d'une sortie vers du temps réel, mais vous pourriez aussi faire une sortie vers une base transactionnelle, vers du SQL Data Warehouse, vers tout ce que vous voulez, pour synchroniser vos différents événements. C'est plutôt fiable aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas dit il y a quelques années. On a vraiment quelque chose qui est bien construit et qui devient une solution d'entreprise qu'on peut mettre en place beaucoup plus régulièrement qu'avant. Encore une fois, les compétences ne sont pas super répandues. Je ne sais pas qui a déjà fait du Event Grid ou du streaming de manière générale. Et du Kafka. Oui, du Kafka. Kafka, c'est un bon exemple aussi. Là. Donc, Kafka, donc on a des compétences qui manquent encore un peu d'accroche. Et on a une archi qui peut devenir un peu complexe. En effet, quand je vous montre le slide de Microsoft ici, on est un peu plus loin que la BI à papa du début. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais il était très bien. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des questions sur cette partie-là? Oui. Faire cohabiter les données temps réel et les données qui viennent de la base dans le même Power BI, c'est pas encore possible. Non, avec c'est cette la même question qui avait été posée tout à l'heure sur j'ai mon cube Analysis Services. Tout ce qui est direct query aujourd'hui dans Power BI ne peut pas taper dans une autre source. Donc on ne va pas pouvoir faire ça. Est-ce que la premium ne va pas l'amener Est-ce que la premium ne va pas l'amener avec le Rasafi sur l'implémentation? On va pouvoir mixer quelque chose? C'est possible. Je ne saurais pas le dire comme ça. Il y a en effet des rumeurs comme quoi ça pourrait aider. Mais c'est pas appelé. Merci beaucoup.